Il est 11h03, nous allons quitter la chose militaire pour parler de civil et de pénal, pour parler de conséquences juridiques ou judiciaires de ce qui s'est passé il y a 8 jours et pour évoquer les propositions venues d'un peu partout et notamment de droite ou d'extrême droite à propos de la délinquance et cette proposition-là, faut-il emprisonner dès le premier acte de violence aux personnes? Prison ferme systématique dès la première atteinte à l'intégrité physique. J'ai lu ça dans la bouche de Laurent Wauquiez, mais d'autres font cette proposition. Alors qu'en est-il? Faut-il ou pas de la prison? Et puis est-ce possible, hein? Prison ferme systématique dès la première atteinte à l'intégrité physique. Est-ce le cas aujourd'hui? Les courtes peines sont aménagées pour désengorger les prisons. Des courtes peines, mais pas toujours. Il y a aussi des courtes peines qui sont effectuées dans les prisons françaises. Les maisons d'arrêt, hein, les maisons d'arrêt. Alors, nous allons poser cette question, débattre. Et si vous voulez venir débattre avec nous, ce n'est pas compliqué. 0826 300 300. Pour débattre, nous avons 3 invités par ordre alphabétique. Maître Loïc Guérin, qui est avocat pénaliste. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Maître Hector Lajoignier, avocat pénaliste également. Bonjour. Bonjour. Et puis William T, qui est président du think tank Le Millénaire. Bonjour. Bonjour. William T. Merci d'être avec nous tous les 3. Je pose la question. Hein. D'abord, prison ferme systématique dès la première atteinte à l'intégrité physique. Est-ce le cas en France, oui ou non, aujourd'hui? Non. Non. C'est heureusement que les juges ont le droit d'individualiser la peine, c'est-à-dire que il y a des peines fermes qui sont prévues et le juge a le droit d'adapter la peine, de mettre un sursis probatoire, d'infliger en revanche une peine ferme avec ou sans mandat de dépôt, puisque le juge a l'obligation de juger des faits, mais aussi de juger une personnalité. Il a l'obligation d'individualiser la peine. Bien. Donc, pas de prison ferme systématique, je dis bien systématique, hein, dès la première atteinte à l'intégrité physique. Ça n'est pas systématique, vous avez tout résumé. C'est pas systématique. Faut-il rendre la prison systématique, la prison ferme systématique? Assurément, je vous pose la question. Non, parce que si j'insulte quelqu'un en sortant de ce plateau, oui, et que j'insulte sa mère et sa sœur, et que ce monsieur a perdu sa sœur il y a 4 jours dans un accident de voiture, et qu'il me porte une gifle, ça serait pas très normal qu'il aille directement en prison le soir même, sans avoir eu le temps d'expliquer que s'il m'a porté une gifle, c'est que j'ai insulté sa sœur qui est décédée il y a 4 jours. C'est ça l'individualisation de la peine. C'est prendre en considération la réalité des faits qui nous sont soumis. Il faut absolument garder l'individualisation de la peine. Vous êtes d'accord, maître Oui, Guérin? alors je suis d'accord. Juste une petite précision. Le régime, parce qu'on parle souvent des violences urbaines, donc on est dans un contexte qu'on appelle de comparution immédiate, généralement, quand vous passez à 23 à Paris. Là, pour le coup, il y a des peines d'emprisonnement qui sont prononcées, des fermes, et qui sont exécutoires. C'est dérogatoire par rapport au régime habituel, et vous pouvez être placé mandat de dépôt à partir de n'importe quelle peine. 1 mois de prison suffira, enfin 2 mois ou 3 mois, généralement ça pour aller en prison. Pour aller en prison, et vous y allez généralement à peu près tout le temps. Pour des gens qui, généralement, ont été présélectionnés, si je puis dire, par le parquet, qui orientent les dossiers en comparution immédiate ou pas. Donc pour bien comprendre, parce que c'est complexe, dans le déroulé en général de la répression judiciaire et policière après, quand il y a des émeutes, quand il y a des mouvements comme ça de masse, les samedis soirs, je peux vous assurer qu'en permanence le dimanche, vous avez du monde qui fait un peu la fête le samedi soir, un peu trop, et qui passe en comparution immédiate. Là, vous avez en général des peines fermes et souvent mises à exécution immédiatement. Et mises à exécution. Qui parfois est aberrant, parce que ça vous envoie des gens en prison pour 2 mois ou 1 mois, qui ressortent derrière, ont perdu leur travail, perdu leur épouse, enfin bref, des conséquences qui ne sont pas toujours William constructives. Moi, je pense que le sujet essentiel, c'est de s'interroger de nouveau, quel est le sens de la peine? Ce que disaient, mes confrères le savent, des avocats, c'est que lorsque on a mis en place les principes de la justice selon Beccaria, l'objectif c'était de mettre à l'extérieur de la société les personnes qui étaient nuisibles à la société. Donc lorsqu'une personne s'attaque à une autre personne ou s'attaque à des biens, notamment, est-ce que cette personne peut encore faire corps avec la société française? Et en l'occurrence, je pense que lorsqu'une personne s'attaque à une personne, notamment pour le cas récent, pour les émeutes urbaines, ou récemment le cas qu'on a eu dans le Nord d'une personne de 72 ans agressée par 3 jeunes, est-ce que ces personnes-là peuvent encore faire corps société avec nous, ou est-ce que ce sont des dangers pour la société? Or, en l'occurrence, lorsque ce sont des dangers pour la société, l'objectif de la justice, l'objectif d'un pouvoir politique, l'objectif d'un gouvernement, c'est d'écarter les personnes qui sont nuisibles pour protéger l'ensemble de la société. Or, moi, je
je pense que depuis une trentaine, quarantaine d'années, on s'est trompé d'objectif. On a pensé davantage à la réinsertion du délinquant, la réinsertion du potentiel criminel, du potentiel délinquant, que de la sécurité de la société française. Or, la société qu'on assiste aujourd'hui n'est plus la même que celle qui avait 40 ans. Désormais, on assiste non pas à des faits divers, mais des faits de société, des actes de barbarie, des actes de délinquance au quotidien, des émeutes urbaines auxquelles vous devez donner des peines qui sont exemplaires pour faire comprendre et remettre dans le droit chemin le sens du bien et le sens du mal. Et je pense qu'ensuite, c'est le sens de mon point, que la peine doit être exemplaire pour faire comprendre et donner un message à ces jeunes, si vous parlez des cas des émeutes urbaines. Nous ferons la distinction entre les majeurs et les mineurs. Hein. C'est important aussi, parce que là encore, il y a une distinction à faire. Vous voulez répondre? Oui, ce discours-là, on l'entend depuis toujours. J'ai un peu l'impression de l'avoir entendu toute ma vie, y compris avant ma vie, parce que ça fait 30-40 ans qu'on fait ce genre de discours. J'entends que politiquement, c'est vendeur. J'entends qu'il y a un souci qui est légitime. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. En tout cas. Il l'est, croyez-moi, il l'est. La preuve, c'est qu'on a une surpopulation carcérale. Vous voyez, c'est donc qu'a priori, il y a bien une augmentation. Tous les organisations internationales, y compris nationales d'ailleurs, constatent qu'on incarcère de plus en plus en France. D'ailleurs, beaucoup trop. Comme moi que les peines de moins d'un an ne sont pas exécutées. Non, mais c'est autre chose. Pas tout confondre. Je vous dis simplement, statistiquement, vous avez tort. On incarcère de plus en plus. Et on incarcère d'ailleurs tellement qu'on est obligé de courir après nos incarcérations pour reconstruire des places de prison et on n'y arrive pas. Donc on a été encore condamné il y a quelques jours, vous savez. Ça fait 2 fois que la CEDH ou les organisations internationales nous condamnent. C'est la Cour européenne des droits de l'homme. Pardon pour les acronymes, on a un peu une fâcheuse tendance à en utiliser. À chaque fois, on va... Vous avez raison. Ne vous inquiétez pas. Non, je pense toujours à l'auditeur, parce que... Vous avez raison. Bon. C'est un défaut. Non, on fait tous pareil. On fait tous la même chose. Donc, en l'occurrence, la France a été condamnée en 2020. Elle vient d'être à nouveau condamnée en 2023. Donc, on est condamné à peu près tous les 2-3 ans, le temps qu'elle soit saisie. Les juridictions, à chaque fois, constatent que la France traite de manière inhumaine, dégradante ces détenus, parce qu'on est à 3 ou 4 par cellule de 1 ou 2. C'est faux. En réalité, on incarcère. Alors oui, on reviendra éventuellement sur la construction de prisons, parce que c'est un éternel débat que j'entends depuis toujours. Chaque président de la République fait des propositions, on nous dit qu'il va construire tant. D'abord, il faut 10 ans pour construire des prisons. C'est au moins 10 ans, peut-être un petit peu moins, mais entre 8 et 12 ans. Ensuite, il faut trouver les communes qui acceptent la construction de prisons, ce qui n'est pas toujours évident, parce que dans beaucoup de communes, la population ne veut pas de prison. Bah oui, ça dévalorise le logement, ça dévalorise la commune, entend-on. Donc c'est pas si facile que ça de construire des prisons. Contrairement à tout ce que j'entends. Bien, je rappelle aussi que l'Assemblée nationale a voté la création de 3000 places supplémentaires d'ici 2027. Le vote a eu lieu mercredi. Qu'est-ce que vous vouliez dire, maître? Très simplement, William T parlait d'exemplarité en disant il faut une justice exemplaire, des peines exemplaires. Mais qu'est-ce qui est exemplaire et qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc, battre un petit vieux, c'est une peine exemplaire, et se battre avec quelqu'un en boîte de nuit, ça l'est pas. C'est impossible à définir juridiquement. Et par ailleurs, la loi pénale, le code pénal, l'article 130-1, prévoit que la peine est là pour sanctionner, mais pour amender, réinsérer ou réinsérer. Donc c'est déjà prévu. La fonction de la peine est déjà prévue. Vous dites on ne peut pas mettre tout le monde en prison dès la première atteinte à l'intégrité physique. Non, mais ça n'aurait pas de sens. Ça voudrait dire que quelqu'un qui porte une gifle à un autre dans la rue, il serait en prison automatiquement. Mais dans ces cas-là, on supprime les juges, on supprime les avocats et on confie la justice à ChatGPT. L'intérêt de la justice, c'est d'étudier les cas, de regarder la réalité de ce qui s'est passé et pas de prononcer une peine automatique. Et par ailleurs, c'est pas un homme de gauche qui vous parle, mais je trouve que c'est un petit peu populiste dans la mesure où les peines automatiques, le juge a le droit d'y déroger. Les peines planchées, les juges y dérogeaient 6 fois sur 10. Donc vous avez une peine automatique, on fait de la communication, les hommes politiques qui le proposent sont très contents, mais ils n'y croient pas eux-mêmes puisque le juge peut y déroger, et on fait croire que c'est une peine automatique alors que ça ne l'est pas, puisque le juge peut y déroger aujourd'hui. Et là encore, on peut changer les choses. Impossible. La différence, parce que la Déclaration européenne des droits de l'homme, dans son article 8, prévoit la nécessité et l'individualisation des peines. Et ça voudrait dire changer le bloc de constitutionnalité. Changer la Constitution, quoi. Le bloc de constitutionnalité, c'est encore plus complexe que ça. Oui, c'est une valeur constitutionnelle, il faut le savoir. C'est une valeur constitutionnelle. William T. Alors le premier point, enfin sur le point que vous venez d'indiquer. Déjà, la France peut mettre des réserves d'interprétation sur les traités européens et les traités internationaux. C'est-à-dire qu'on peut dire,
en fonction de l'article 5 qui dit que les traités sont supérieurs à la loi, mais la France peut dire nous n'appliquerons pas, on met des réserves d'interprétation sur les différentes clauses de la CEDH, voire même des traités européens. Ça arrive, la Grande-Bretagne l'a fait, le Danemark l'a fait, ce ne sont pas des pays extrêmes et qui ont pu le faire notamment récemment. La Grande-Bretagne avant d'être dans l'Union européenne. Avant d'être sortie de l'Union européenne, ça c'est le premier point. Le deuxième point sur la question de la politique, c'est que moi je pense que la politique doit avoir un sens. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire plaisir à tel principe juridique ou pas, on est là pour donner du sens à de l'action. C'est quelle société on imagine et quelle société on ne veut pas avoir et quelle société on veut éviter. Je pense que dans une démocratie libérale, qui est l'objectif de pacifier les relations, notamment de passer de l'état-nature à un état civilisé, l'objectif c'est d'avoir des relations normales. Et toute atteinte physique, toute tentative de meurtre, d'assassinat, etc., ou tentative d'atteinte à une personne doit être prohibée dans la société. Or, pour atteindre cet objectif, il faut faire en sorte que ce comportement soit pénalement répréhensible et ne soit pas encouragé. Et pour ne pas encourager ce type de comportement, il faut que la personne, comme tout acteur rationnel, se dise « ça me coûtera plus cher de m'énerver, de porter atteinte à une personne que de porter atteinte à une personne. Ça me coûtera plus cher de m'énerver, d'avoir un mot plus haut que l'autre, plutôt que de me calmer et d'avoir une relation pacifiée. » Avant, lorsque vous avez un différend avec une autre personne, lorsque vous, par exemple, je sais pas, vous avez un accident de voiture, les autres personnes sortaient dehors, voire même s'insultaient, ce qui était la chose la plus grave, ce qui était vu comme un comportement décivilisé, pour reprendre les mots du président de la République. Désormais, maintenant, lorsque vous avez une altercation indifférent, que ce soit pour une cigarette, que ce soit pour un mauvais regard, les personnes sortent une arme blanche, sortent les poings, attaquent une autre personne. Et je pense que si on veut éviter ce type de comportement, la justice doit suivre le modèle de société. Les juges ne sont pas là pour appliquer leur propre idéologie, les juges vont appliquer une vision de société dictée par le politique. On a déjà la réponse à votre question. Les États-Unis. Et ensuite, après, on met en place ce type de société, et c'est comme ça qu'on doit faire. La politique doit retrouver du sens. Les États-Unis ont déjà essayé votre modèle, le tout répressif. Il y a des années où les États-Unis, ils ont mis en détention 1% de leur population pénale. Les chiffres de délinquance n'ont pas baissé. Ils ont augmenté. Mais à New York, quand même. À New York, il y a eu un combat contre. Alors, c'est différent. À New York, on va en parler. Oui. On va en parler. Ouais, c'est un point intéressant. Oui, c'est un point intéressant parce que beaucoup font allusion à ce qui s'est passé à New York. Il est 11h15, à tout de suite. Bien, poursuivons notre débat. Maître Guérin, que vouliez-vous dire ? Oui, répondre à William T. Non, mais je rebondis sur ce que disait mon confrère. C'est effectivement très intéressant. Je pense que la comparaison avec les États-Unis est une bonne comparaison. Alors, les États-Unis, New York. Alors, deux choses. New York, j'y reviens. Vous me laissez une seconde dessus. Parce que c'est très particulier. C'est Giuliani et c'est une période particulière. Donc, c'est autre chose. La méthode Giuliani, c'était autre chose. En termes de sanctions, de peine, d'exemplariser de la peine, c'était pas Giuliani, c'est autre chose. Il y a une loi américaine très sophistiquée dans les années 90. Je vais vous donner un exemple parce qu'on le connaît pas en France. Ça s'appelait The Three Strikes Law. Donc, 3 fois out. C'est le baseball. Ils ont appliqué la loi du baseball au droit pénal américain. Vous faites une faute, vous êtes sanctionné normalement. La deuxième, à nouveau. La troisième, vous prenez le maximum. C'est-à-dire 20 ans de perpète selon les États. Ils ont mis ça en place. C'est encore en place dans certains États. Ça a été répandu partout, en Californie, ailleurs, tous les États, gauche, droite, comme vous voulez. Évidemment que ça n'a pas franchement impacté la délinquance, si ce n'est que le voleur local qui était SDF se prenait régulièrement la troisième sanction. Il n'y avait pas de choix, c'était la fameuse peine planchée à l'américaine, à la dure. Ça n'a absolument pas marché. Leur population carcérale est la plus haute du monde, ou dans les plus hautes du monde en tout cas. Je crois qu'on est à plus de 600 personnes sur 100 000 personnes détenues aux États-Unis, quand en France on doit être 6 fois moins. Donc le nombre d'incarcérés ou le nombre de détenus n'impacte en rien le comportement sociétal. Ça c'est une chose. Giuliani, juste pour vous répondre, c'est tout à fait différent. C'est pas l'exemplarité de la peine, Giuliani. J'ai connu malheureusement, on prend de l'âge, donc j'ai connu l'époque avant Giuliani à New York, et où effectivement on nous disait vous prenez $20 en poche si vous êtes braqué pour avoir quelque chose, sinon on vous tue. Donc j'avais toujours $20 en poche dans les transports en commun, et on se dépêchait de prendre la gare centrale avant 22h, parce que sinon c'était galère. Je me souviens aussi, Ce qu'il a fait, c'est qu'il a remis des policiers dans la rue, il a remis des moyens d'action directs, c'est-à-dire la moindre infraction est sanctionnée, mais pas sanctionnée durement plus que la norme, simplement sanctionnée. Une sanction. C'était la zéro tolérance. Cracher par terre, amende. Vous faites un tag, amende. Vous parlez mal à un policier, on poursuit. Mais pas dans l'exagération, on respecte les droits de tout le monde. D'ailleurs, on pourrait faire ça en France, non ? Oui. Mais il y a un problème. C'est ce que fait Singapour. Il y a peut-être un problème. Oui. Mais c'est les moyens. C'est les moyens. Mais les chiffres en France démontrent que sur 100 personnes incarcérées, 63% sont condamnées de nouveau dans les 5 ans, alors que sur 100 personnes qui ont un sursis probatoire, il n'y en a que 30% qui sont de nouveau condamnées dans les 5 ans. C'est-à-dire que si on va en prison, on a plus de chances de réitérer. On revient en prison
Plus que si on ne va pas en prison. Plus que si on a un sursis probatoire. Exactement. Une autre peine. Exactement. Les chiffres le prouvent. Et le ministère de la Justice communique dessus depuis des années, gauche comme droite. Mais cette statistique, William T, c'est vrai ça ou pas? Cette statistique est vraie, mais cette statistique est tournée différemment. C'est-à-dire qu'il faut regarder les profils qui rentrent en prison. C'est normal en fait qu'ils récidivent, parce qu'en fait ce sont des profils qui sont spécifiques. Lorsque vous passez une journée au tribunal correctionnel, vous voyez que quelqu'un qui va en prison, souvent, il en a 15 faits de délinquance, 25 faits de délinquance, parfois à 20-25 ans. Donc c'est normal que le fait de récidive soit important, parce qu'on n'a pas sanctionné en amont. Ça, c'est le premier élément. Et sur le cas de Giuliani, c'est pareil, ils font la même chose à Singapour et dans les sociétés est-asiatiques, ça peut être complémentaire de la question de la peine de prison. Parce que lorsque vous évoquez et lorsque vous échangez avec les forces de l'ordre, ce qui vous explique, c'est qu'ils attrapent souvent les délinquants, ils attrapent souvent les criminels, mais ce qui leur reproche, notamment, c'est que la justice, il n'y a pas de principe d'effectivité de la peine. C'est-à-dire qu'ils les attrapent et souvent, la peine n'est pas adéquate avec le fait qui est reproché, voire même, il n'y a pas de peine du tout dans la mesure où certaines peines sont aménagées et les peines de moins d'un an ferme ne sont pas exécutées. Ça, c'est le deuxième élément. La question du principe de la politique de Giuliani, ce qui se passe à Singapour est complémentaire d'une politique pénale forte dans la mesure où on a besoin d'une présence régulière, présence des forces de l'ordre importante sur le territoire. Ça a été montré lors du cas des émeutes parce que c'est la présence des forces de l'ordre qui ont permis de réduire le risque d'émeutes, comme le cas hier soir et comme aujourd'hui. Et ensuite, après, il faut également que la justice fasse son rôle. On doit marcher sur nos deux jambes. La police et la justice. Et pour l'instant, ce qui fait défaillance de notre société, c'est la justice qui est bien trop souvent idéologique et qui est fort contre les faibles et faible contre les faibles. C'est pas ce qu'on a dit à l'occasion des comparutions immédiates. Hein. Oui, on n'a pas dit que la justice était faible. Hein. Ah non, mais ça c'est exceptionnel. Mais ça veut dire que c'est si la justice veut, c'est possible. Ça veut dire que c'est possible lorsqu'on le veut. Oui. Mais par ailleurs, juste un point de dire que les peines de 12 mois ne sont pas exécutées, c'est une vue de l'esprit dans la mesure où un juge, il peut très bien mettre 6 mois avec mandat de dépôt. Donc si le juge veut que la peine soit exécutée, il le fait jamais. Mais c'est faux. Mais retourner en comparution immédiate, les juges le font tout le temps. Un juge qui veut que la peine soit exécutée, il frappe la peine d'un mandat de dépôt. Donc dire mandat de dépôt, ça veut dire mise en prison. Ça veut dire mise en prison le soir même. J'ai plus le chiffre, mais 70% des peines de moins d'un an sont pas exécutées. Non, ça c'est pas en comparution immédiate. Non, pas en comparution immédiate. Mais non, on parle pas des comparations immédiates. Mais donc le juge est maître. S'il veut faire exécuter, il fait exécuter. Et lui connaît le dossier. Alors que nous, citoyens, on connaît pas le dossier, on n'a pas lu le dossier. Et puis par ailleurs, quand vous dites que, ça pose une difficulté, ça ne pose pas de difficulté puisque justement, c'est le juge qui connaît le dossier qui juge. Qu'un juge soit libre de la sanction, ça montre qu'on est dans un état de droit et on peut que s'en réjouir. Mais moi, j'aimerais quand même rebondir là-dessus parce qu'il y a quelque chose qui me dérange dans votre propos. Je vais vous le dire franchement, puis l'occasion m'en est donnée. Donc, si vous permettez 2 secondes, je vais le faire. Ici, la comme parole ça est libre. titille depuis quelques années, je vais quand même lâcher un petit peu la bordée. Je suis un peu fatigué. Pour être franc, droite comme gauche, j'ai pas de positionnement politique. Je constate simplement objectivement l'inefficacité de ce qui est fait. La posture également démagogique. Tout ça me titille un peu parce que nous, on vit l'autre côté de la barrière, hein, le bout de l'échelle. C'est à la fois du côté de la défense ou des victimes parce qu'on est des deux côtés. Donc on voit les deux effets. Et la réalité objective en France, c'est que comme tous les services publics, il n'y a plus les moyens qui sont donnés. Donc en fait, non, c'est le problème. Non, c'est exactement le débat. C'est exactement le débat. C'est un autre débat. À force, pour l'exécutif, parce que c'est l'exécutif ou le législatif, de lancer des grandes bordées sur le judiciaire, en disant mais les juges idéologisés, ou idéologisés, je ne sais pas trop comment vous le qualifieriez là, finalement politiquement ne sont pas assez sévères, c'est de leur faute, la police me le dit, etc. Ça, c'est de la démagogie. Vous savez pas, non, c'est de la démagogie. Vous allez me répondre, mais je vais finir d'abord. Alors, c'est de la démagogie. La réalité, c'est qu'il n'y a pas les moyens. Quand on dépose une plainte pénale en France, et on le vit nous tous les jours, c'est une bouteille à la mer. Si ça arrive au bout de l'échelle, on a une chance miraculeuse. Donc la justice en l'état est sous respiratoire artificiel. Voilà la réalité du terrain. Après, on peut toujours balancer la responsabilité sur les autres organes de la Constitution. Mais la réalité, c'est que les politiques... Des efforts sont faits. Des efforts sont faits, nous verrons. Ils sont minimalistes. Mais ils sont minimalistes, oui. Bon, William T, vous répondez ? Bien sûr, mais moi j'essaye d'être cohérent. Moi je dis que la société est problématique parce que vous avez une minorité, mais qui devient de plus en plus radicale et de plus en plus barbare. C'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de la CIA qui montre que les sociétés occidentales sont frappées par ce même phénomène. La polarité, la radicalité. C'est-à-dire que vous avez des gens qui, au lieu d'avoir une altercation verbale, maintenant sortent des coups de couteau, etc. Et on a une montée de gradation de la violence. Ça, c'est le premier élément. Et comme je pense que la société devient de plus en plus barbare, il faut adapter les peines judiciaires et les moyens de la justice à cette évolution de la société. Donc, j'essaie d'être cohérent. Je sais que, par exemple, les moyens de la justice sont inférieurs
inférieur à 2 fois moins par rapport à l'Allemagne pour le même nombre d'habitants et en termes de dépenses d'habitants, mais j'essaie d'être cohérent. Dire moyenne de la police importante et moyenne de la justice qui doivent être doublés pour atteindre le même niveau que l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que pendant une quarantaine d'années, on a décidé d'appliquer une politique qui a été néfaste pour nous. On a dit que la délinquance et la criminalité s'expliquaient en raison d'origine sociale. Donc on a doublé les dépenses de l'État social et on a diminué par 2 les dépenses de l'État régalien. C'est-à-dire que l'État social est devenu obèse alors que l'État régalien est devenu faible. Je pense qu'il faut inverser cette logique. C'est pas le social qui permet de prévenir la délinquance et la criminalité, c'est l'ordre et c'est la discipline. Oui, et je pense que c'est un tout, non ? William T. C'est un tout, me semble-t-il. Non, parce que j'entends. Alors là, vous me tendez une perche parce que j'entends un discours insupportable. À l'extrême droite, s'il y a eu des émeutes, c'est à cause de l'immigration, et à l'extrême gauche, s'il y a eu des émeutes, c'est à cause de la police. Moi, j'entends ça. Aujourd'hui. Je pense que c'est un peu plus compliqué et nuancé que cela. Moi, je dis que s'il y a eu des émeutes multifactorielles, c'est pas le sujet, mais c'est multifactoriel. Il y a 4, 5, 6 facteurs. C'est pas uniquement un facteur parce qu'il faut pas caricaturer ça. Le sujet que vous posez, c'est la question de la violence et de la délinquance. Lorsqu'on regarde la question de la violence et de la délinquance, la théorie dominante en France était que c'était l'excuse sociale qui justifiait la délinquance et la criminalité. Or, lorsque vous regardez les classements de PIB de départements, vous voyez que la Seine-Saint-Denis est le 15e département le plus riche de France. Et pourtant, dans la Creuse, dans la Lozère, vous n'avez pas le même niveau de criminalité, alors que ce sont les départements les plus pauvres de France. Même, vous n'avez pas la même densité de population, ni le même habitat. Oui, mais pourtant la criminalité et la délinquance s'étend, ce que disent les effectifs de gendarmerie, dans toutes les petites viles moyennes de France. C'est-à-dire que ça s'étend. Donc, c'est-à-dire que c'est pas l'excuse sociale. S'étend. Donc, c'est pas la question sociale qui est prédominante sur la question de la délinquance. Il y a d'autres raisons. C'est l'une des raisons. C'est l'une des raisons, mais c'est plus l'unique raison. Mais juste pour vous répondre, tout à l'heure, vous disiez la personne qui est en prison réitère plus parce qu'ils ont des profils à réitérer. Vous dites quelqu'un passe 14-15 fois devant le tribunal, on l'a pas sanctionné avant, donc il faut bien le sanctionner un jour. C'est faux. Moi, mais non, mais je vais vous expliquer. Moi, je défends des gens toute la journée qui parfois sont passés 14-15 fois devant le tribunal et qui 14-15 fois sont allés en prison et 15 fois ça n'a pas fonctionné pour les réinsérer. Donc votre exemple il est faux. Il y a des gens qui sont allés 10 fois, 20 fois en prison, qui à 40 ans ont passé 25 ans en prison et qui continuent à réitérer. Donc la réalité elle est là. La peine automatique. Ce que je veux dire, c'est-à-dire que ces gens ne sont pas réinsérables. Mais ça veut dire pas de les réinsérer. L'objectif c'est de les écarter de la société parce qu'ils vont. En fait c'est jamais assez. Enfin, on va pas les mettre en prison toute leur vie. Moi, je pense que le sujet qui doit être posé, et si vous voulez aller plus loin dans le débat, c'est que pour moi, le modèle américain, c'est-à-dire de cumulation des peines jusqu'à 100-125 ans, doit être étudié en France. Et je vais proposer une solution. Oui, je pense. Je propose une solution parce que vous parlez de solution. Je vais en proposer une. Dans les gens que je défends, ceux qui se réinsèrent sont ceux qui vont dans les centres de détention où le travail est bien fait. Ceux qui voient des psychologues, ceux qui travaillent en détention. Et vous l'avez indiqué, Jean-Jacques Bourdin, il y a des efforts qui sont faits par la chancellerie, il y a une augmentation des budgets et il y a des places de prison. Et quand en prison, la loi est respectée avec des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire qui respectent la loi, là, il y a un vrai travail qui est fait. La plupart des fonctionnaires d'administration pénitentiaire respectent la loi, monsieur. Non, monsieur. Il y en a qui la respectent très bien, c'est comme dans la police, et il y en a d'autres qui la respectent moins. Non, mais c'est une minorité. En prison, rien ne fonctionne jamais. Vous attendez, vous avez le mauvais badge, le parloir avocat, vous êtes trop tard. Vous demandez à voir un psychiatre, vous le voyez au bout de 4 mois. Si vous n'avez pas d'avocat, il faut attendre des années avant de voir un psychiatre, etc. Il y en a qui travaillent bien, mais c'est non, mais les fonctionnaires d'administration pénitentiaire sont des personnes qui sont mal payées, qui travaillent dans des conditions déplorables. Non mais attendez, déjà essayé de faire des demandes pour voir un psychiatre pour quelqu'un qui effectivement est atteint. Le sujet, c'est pas celui-ci. Je réponds déjà à cette question-là, qui est la question des fonctionnaires d'administration pénitentiaire. Ce sont des personnes qui sont mal payées, qui travaillent dans des conditions déplorables et difficiles. Ensuite, après, la plupart des gens, 99%, effectuent très bien leur travail et respectent la loi. Est-ce qu'ils peuvent parfois mal travailler? C'est possible. Est-ce qu'ils ne respectent pas la loi? Je pense que c'est faux. Je dis pas qu'ils travaillent tous mal. Je dis qu'il y en a une partie qui travaille mal. Bien. Il est 11h30. Débat passionnant, absolument passionnant. Nous allons le poursuivre. Mais observons une petite pause. Et n'hésitez pas, 0826 300 300. Venez vous mêler à cette discussion. Bien, il est 11h32. Nous poursuivons notre débat. Donc, si j'ai bien compris, autour de la table, vous êtes unanime. Vous nous dites il est impossible de mettre en prison, de prononcer une peine de prison systématique dès la première atteinte à l'intégrité physique.
On est bien d'accord tous les trois. C'est impossible. Heureusement. La Constitution l'interdit. Exactement. Bon, donc si ceux qui défendent ce point de vue devront, s'ils sont au pouvoir, changer la Constitution. Et réunir les 2 tiers du Parlement. Et réunir les 2 tiers du Parlement. Bon courage. Espérer que la CEDH ne vienne pas derrière. Donc la Cour européenne des droits de l'homme et l'organisation internationale ne viennent pas derrière, vous retacler en vous disant, peu importe ce que la Constitution française vient maintenant dire quand on lui a tordu le bras, c'est de toute façon irrégulier au regard des normes auxquelles nous, on est attachés au niveau européen. Donc si j'ai bien compris, lorsqu'un journaliste se retrouve face à une personne qui défend cette idée, il faut lui dire c'est impossible. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Oui, non, mais ça c'est bon à retenir. Je saurais. Enfin, je savais, mais là, je sais mieux. Dites-moi, parlons des comparutions immédiates, parce que vous avez été confronté aux comparutions immédiates. Vous avez défendu. Oui, toutes les semaines, oui. Vous avez défendu des personnes qui ont été arrêtées, déférées. Vous avez défendu peut-être des victimes aussi, non? Moi, je défends peu de victimes, personnellement. Peu de victimes, comparution immédiate, c'est un point qui a été amélioré par le barreau de Paris, d'ailleurs, de manière tout à fait remarquable. Comment ça se passe pour la victime? Il y a maintenant une permanence, depuis un certain nombre d'années. À l'époque, non, c'était un peu le flou, et elles n'étaient pas toujours très bien représentées. Maintenant, le barreau de Paris fait aussi une permanence pour les victimes. Donc il y a des gens qui sont de permanence le week-end, la nuit, tout le temps. D'accord. Il y a aussi une comparution immédiate pour les victimes. Ils sont représentés par un avocat qui est commis d'office s'il n'y en a pas à titre personnel, et qui s'assure d'essayer de prendre contact avec la victime, qui n'est pas toujours informée de la situation procédurale, et qui s'assure de pouvoir la représenter ou demander un renvoi pour les intérêts civils. Voilà. Enfin, pour la victime, il y a quand même le procureur qui représente la société, qui va demander une peine de prison, et la victime, les policiers ont l'obligation de lui dire le jour du jugement, et si le policier n'a pas cette information, le greffier a l'obligation de toucher la victime, et la victime doit obligatoirement être informée. Obligatoirement. Savoir à quelle peine a été condamnée. Non, savoir qu'elle doit être convoquée. Si la victime n'a pas été... la victime est au courant aussi de la peine à laquelle elle a été condamnée. Si elle reste à l'audience, oui. Si elle vient à l'audience, oui. Les audiences sont publiques. Hein. Oui. Les comparutions immédiates, c'est public, on est bien d'accord. Tout à fait. Non, mais c'est très intéressant tout ça de préciser, parce que les gens ne savent pas, les auditrices ou les auditeurs ne savent pas. Alors, tiens, le ministre de l'Intérieur avait lancé le débat sur les prénoms des émeutiers. Moi, je me souviens, vous vous souvenez de ce débat. Beaucoup de Mathéo et de Kevin, avait dit Gérald Darmanin. Bon, le journal L'Opinion s'est procuré le recensement de la police nationale. Dites-moi, Félix Mathieu. Oui, il s'est procuré ce recensement précis. Il publie les 20 prénoms les plus portés par les personnes interpellées durant les émeutes. Le prénom qui arrive en tête, c'est Mohamed, prénom porté par 81 jeunes interpellés, devant le prénom Yanis en deuxième position. 31 personnes suivent Tenzo, Maxime, Adam, Lucas, Jordan, Ryan, Brian, Nathan, Nicolas, Ali, Hugo et Alexis. Enfin, les prénoms Yacine, Théo, Ibrahim et Paul sont portés par une dizaine de personnes. Voilà, donc c'est très varié. Pardon, mais les origines sont multiples. Non, maître. Moi, j'ai pas tellement de propos à avoir là-dessus, mais pourquoi ne pas en parler d'ailleurs librement? Mais librement, on va pas se mentir, pas de langue de bois. Oui. Dans les gens qui sont accusés d'infractions pénales, il y a un certain nombre de personnes qui ont des origines étrangères. Voilà. Oui, bien sûr. Après, qui sont pour la grande majorité français, je voudrais quand même le rappeler. C'est pour ça que je dis d'origine étrangère. Et alors après, il y a d'autres questions qui se posent. C'est aussi les gens les plus pauvres, etc. C'est très compliqué de régler ce débat-là en une demi-heure. Ces chiffres correspondent à ce que vous avez vu en comparution immédiate, maître? Ça dépend, mais une chose qu'il faut également garder à l'esprit, c'est ce que j'avais dit au tout début. En comparution immédiate, vous avez une orientation par le parquet, qui est un peu la gare de triage, qui décide s'il renvoie en comparution immédiate ou pas tel ou tel dossier. Il le fait rapidement, mais il le fait sur la base du profil de l'individu qui est poursuivi. En clair, si vos parents sont parfaitement intégrés, que vous êtes vous-même intégré, que vous avez une épouse, un époux, vous avez un travail, on va éviter la comparution immédiate parce que, pour le dire, c'est le fast-food de la justice. Ça tape très vite, les dossiers sont étudiés à la va-vite parce qu'ils en ont des dizaines dans une journée, donc vous risquez beaucoup plus gros. C'est-à-dire que... mais est-ce que si vous êtes d'origine étrangère, vous risquez plus? Non, moi j'y crois pas. Vous n'y croyez pas? On peut pas croire à ce que les juges et à ce que le système soit organisé d'une manière raciste. Moi, je n'y crois pas en tant que citoyen, et en tant qu'avocat depuis des années, je n'y crois pas une seconde. Vous n'avez jamais vu ça? Non. Maître, vous êtes plus... Non, pas plus. Je suis tout à fait d'accord. Je ne crois pas une seule seconde à un biais raciste du système du tout. En revanche, involontairement, on aboutit à une situation un peu similaire, c'est-à-dire qu'il y aura une surreprésentation de certains profils, parce que... Parce que c'était dans spécifique. Non.
Aucunement. Parce que surreprésentation, parce qu'ils sont surreprésentés parmi les délinquants arrêtés, non? Alors non, il n'y a pas que ça. En comparution immédiate, il faut quand même garder à l'esprit qu'une fois encore, comme je vous le disais, si vous avez une famille qui est suffisamment, je ne parle pas de grande bourgeoisie, mais suffisamment insérée. Mais il y a des pôles. Il y a des pôles. On donne pas. C'est pas un prénom qu'on donne. Je ne parle pas des émeutiers. Vous parlez de comparution immédiate. Oui, je parlais des émeutiers. C'est tout à fait différent. Moi, je vous réponds de manière beaucoup plus générale sur les années d'expérience en comparution immédiate. Il y a un biais qui n'est pas un biais raciste, qui est juste un biais de fait sociologique. Quand le procureur doit trier, il trie sur la base de la dangerosité de la personne, appréciée rapidement en quelques secondes, mais la dangerosité est regardée sur un morceau de papier, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas vu, il ne sait pas qui c'est. Il se dit, pas de travail, pas d'épouse, pas d'époux, déjà 1 ou 2 condamnations, donc je renvoie en comparution immédiate. Donc vous avez un phénomène, un prisme, si vous voulez, déformant, qui va plutôt défavoriser les classes sociales les moins favorisées, parce qu'elles auront beaucoup plus droit au fast-food de la comparution immédiate que quelqu'un d'inséré qui va... C'est le premier réflexe d'un pénaliste quand vous êtes en défense. Vous essayez d'extraire le client de la mécanique assez douloureuse de la comparution immédiate. Si vous y parvenez, vous avez gagné. Parce que vous aurez un juge qui aura le temps de regarder le dossier, vous aurez le temps de le travailler, vous pourrez amener des pièces à décharge. Et vous ne risquez pas la prison immédiate. Beaucoup moins. Alors qu'en comparution immédiate, vous risquez la prison immédiate. Exactement. Ce que dit mon confrère est vrai. Statistiquement, quand vous passez en comparution immédiate, c'est là où vous avez le plus de chances de dormir en prison. Je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Un juge qui voit... De chance ou de risque de risque. Oui. Mais de chance en termes mathématiques, j'entends. Oui. En termes de probabilité. Le mot que j'ai utilisé n'est pas impropre. Non, mais d'accord. Mais non. Le risque, c'est pas franchement. Ce que je veux dire, c'est qu'un juge qui va voir des jeunes en survêtement de jogging devant lui, tous les mercredis depuis 10 ans. Vous défendez quelqu'un qui est en survêtement, le juge inconsciemment peut se dire c'est un jeune de banlieue qui a fait n'importe quoi parce qu'il a un jogging, il est mal habillé, etc. Le travail d'un avocat, c'est justement d'extraire le jeune de tout ça. C'est de l'habiller. Non, de lui dire de venir bien habillé déjà. Et deuxièmement, de dire attention, ce monsieur a un jogging, mais il travaille depuis 3 ans, il a une femme, il a 2 enfants, il n'a jamais été condamné, etc., etc. Notre travail d'avocat, c'est de vérifier tout ça, de faire du droit et de dire au juge attention, il a une apparence qui est celle-ci, mais la réalité du dossier est celui-là, tout simplement. J'ajoute une chose qui est importante pour les auditeurs. Quand vous passez en comparution immédiate, vous avez derrière vous 24, 48, voire pratiquement 72 heures de garde à vue, plus les 20 heures per ben. Donc en fait, ça fait presque 3 jours que vous êtes en détenu. Détenu 3 jours, pas de douche, parce que vous savez qu'en France, il n'y a pas de douche, il n'y a rien. Vous êtes à un commissariat, vous ne dormez pas. Parce que vous avez un banc en bois ou en béton. Au commissariat. Au commissariat. Et les conditions de détention qui nous a valu des condamnations là aussi, parce qu'il est tellement odieux qu'il est pire encore que les commissariats qui sont déjà absolument odieux. C'est lavé au Karcher de temps en temps, parce qu'il y a l'urine du prédécesseur qui traîne encore. Vous dormez sur des bancs en béton qui sont beaucoup moins confortables que votre table. Il n'y a pas de couverture, et quand il y en a une, de toute façon, elle sent l'urine du précédent, donc vous n'allez pas la prendre. Vous mangez quand on a le temps de vous nourrir. C'est pas qu'on meurt de faim, mais vous êtes dans des conditions de détention odieuses, faut le dire, odieuses. Donc pendant 3 jours, vous dormez pas. Vous mettre en prison, quoi. Ah, c'est beaucoup mieux. Il préfère la prison que la garde à vue. C'est beaucoup mieux. La prison est plus confortable que la garde à vue. Donc imaginez l'individu lambda que vous placez ensuite en comparution immédiate après 3 jours de ce traitement-là, la tête qu'il a, physiquement, dans ses vêtements, dans son odeur, dans sa confiance en lui-même. Vous prenez n'importe qui de raisonnable, sans casier, qui n'a rien à se reprocher, mais qui, par le hasard de l'injustice, se retrouve là-dedans. On en a défendu. C'est rare, le hasard de l'injustice. Attendez, non, là, c'est qu'il y a des raisons. En comparution immédiate, vous avez eu des personnes qui étaient là par hasard. Bien évidemment. Il y en a eu beaucoup. Mais la comparution immédiate, c'est que le parquet a besoin de déstocker. Ils ont besoin de traiter un nombre de dossiers immense. Et la manière de déstocker, c'est de tout mettre en comparution immédiate. Je peux vous assurer qu'un fils de bourgeois du 16e, et qui a fait un Paul, par exemple, un Paul dont les parents habitent dans le 16e, et sont des grands patrons, il peut se retrouver en comparution immédiate le lundi s'il a commis un délit le samedi soir, bien sûr. William T. Moi, je suis sceptique quand même, parce que je comprends que les conditions de détention en garde à vue sont déplorables malgré tout. Ce sont des personnes qui sont quand même normalement là pour des raisons, en tout cas pour des faits reprochés qui doivent être assez importants si par cas ils sont en garde à vue, surtout si la garde à vue est prolongée. Non, mais ils vont pas. Donc vous voulez abolir la présomption d'innocence en fait. Non mais je dis pas ça, je dis juste que si la police a des raisons de conserver une personne 48 heures, 72 heures, c'est qu'ils ont assez d'éléments pour donner ça à l'instruction d'un juge, ou en tout cas du parquet. En tout cas, c'est mon opinion, parce que je pense pas qu'un policier, ça l'amuse de mettre tout le monde en garde à vue et de garder des gens pendant 24, 48 heures, 72 heures, si par cas il n'a rien fait et qu'il a volé un sucette à un gamin. Voilà, ça c'est mon avis. Mais c'est le premier point. Le deuxième élément qui est posé, c'est la question des prénoms des émeutiers. Ce que montre cette étude sur les prénoms des émeutiers, ça montre que c'est pas la question des origines ethniques, c'est pas la question de la violence de la police qui conduit à des émeutes, c'est la question de la culture au sein d'une cité, au sein d'un territoire perdu de la République, auquel
on a décidé pendant trop longtemps de laisser passer les lois des caïds et des gangs plutôt que la loi de la République. Et des gens ont choisi un modèle alternatif, et c'est pas en fonction de leur origine ethnique, c'est pas en fonction de la situation de leurs parents, qu'ils soient monoparentales ou pas aux deux parents, c'est parce qu'on a laissé prospérer une culture. Le problème de la France, c'est qu'on doit reprendre le contrôle de ces quartiers pour pouvoir offrir un destin qui est meilleur, voire même parler de la question de l'éducation et sortir ces enfants-là dans des internats d'excellence pour les sortir de cette là, tout le monde sera d'accord. Tout le monde sera d'accord. Ensuite, la gauche était contre les internats d'excellence de Nicolas Sarkozy. Oui, c'est vrai. Moi, j'étais d'accord avec Nicolas Sarkozy sur les internats d'excellence. Oui, les internats d'excellence, oui, bien sûr, c'était une bonne idée. Ça permet quand même de le placer. Mais si par cas, on reprend le débat, donc la question de la peine, donc redonner du sens à la peine, refixer ce qui est bien, refixer ce qui est mal, redonner une culture commune, refixer des valeurs communes, la prison a un sens, même si c'est court. Je pense que c'est ça le sujet essentiel. Et même si les études démontrent le contraire. Mais les études démontrent qu'une peine, les peines de moins de 6 mois, en principe, ne doivent pas être autres qu'aménagées, parce qu'on s'est aperçu que sur une peine de moins de 6 mois, comme le disait mon confrère, on perd son travail, on perd son épouse, on perd tout. Et donc vous désinsérez un citoyen qui parfois avait du travail. Dernier point, sur ces les droits de la personnes-là, défense. sur ces personnes-là, il y a combien de personnes qui sont condamnées, qui ont un travail? Vous disiez une personne qui est en garde à vue, c'est qu'il y a une raison, etc. Xavier Niel, qui est un des plus grands patrons français aujourd'hui, qui mène un sur 100 000. Eh bien, lui, il a fait de la détention provisoire à la santé. Et heureusement que les droits de la défense ont été respectés avec lui. Il a eu un non-lieu. Heureusement que ça a été respecté et qu'on n'a pas dit il n'y a pas de fumée sans feu. Si, c'est qu'il y a une raison. On se serait privé d'un des plus grands patrons français qui a créé un emploi. Mais on dit pas que les droits de la défense. Heureusement que les droits de la défense sont respectés. Et heureusement que quelqu'un qui est en détention provisoire n'est pas forcément coupable. Et gardons la présomption d'innocence. On ne dit pas que les droits de la défense ne doivent pas être respectés, mais en entendant vos propos, on a l'impression que la France est un pays policier auquel on emprisonne tout le monde. Et ça ressemble, franchement, quand on écoute votre avis, on a l'impression d'être au Kremlin et dans la Russie de Vladimir Poutine. Donc franchement, il faut arrêter le débat. Comme une démocratie libérale, ça se marche. Mais vous dites si on est en garde à vue, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ça s'appelle une dictature. L'état de droit, c'est qu'on vérifie s'il y a des éléments ou pas. Je dis pas le contraire. Bien, midi moins le quart. Le débat va se poursuivre pendant encore 10 minutes. Merci d'être là. Bien, 11h48. Débat passionnant, hein, je vous le dis tout de suite, passionnant. Vous le remarquez sans aucun doute. Il y a quand même en France des condamnés à des courtes peines de prison. Non, la loi dit qu'à moins d'1 an... c'est quoi? C'est moins? Non, c'est la loi de 2009, je crois. Loi de 2009 qui dit que 6 peines inférieures ou égales à 6 mois, mesure d'accompagnement. C'est ce que dit la loi. 2019, en principe, quand c'est moins de 6 mois... Elle a été modifiée en 2019. C'est loi 2009 Sarkozy, me semble-t-il. Mais loi 2019 dit que moins de 6 mois par principe, c'est aménagé. Mais encore une fois, c'est pas du laxisme. Parce que si le juge met 6 mois, c'est qu'il sait qu'il veut aménager. S'il veut pas aménager, il met 12 mois mandat de dépôt. Ou il peut même mettre 6 mois mandat de dépôt. Donc il y a des condamnés à des courtes peines dans les prisons françaises. Évidemment. Et je rappelle que les comparutions immédiates font exception à l'article que vous avez en tête. Oui, c'est vrai. Là, pour le coup, les condamnations tombent aussi pour des peines de 3 mois, et c'est même un peu le tout venant des comparutions immédiates. 3 mois, 6 mois, 6 mois, 3 mois sursis. Voilà, c'est du archi classique. Si vous y allez, à mon avis, vous mettez une croix à chaque fois que vous entendez ça. Vous allez avoir plus de croix là-dessus que sur les autres peines. On est dans du archi classique, au contraire. On est dans du... Oui. Rien de nouveau sous le soleil. Moi, je pense que c'est une bonne solution qui permet d'aller dans le sens de l'évolution de la société qui est néfaste. Malgré tout, lorsque vous regardez la multiplication des faits divers qui deviennent des faits de société, la multiplication des actes de barbarie, je pense que c'est utile d'avoir des tels outils législatifs et des tels dispositifs qui permettent d'endiguer la criminalité, qui permettent de donner aux juges des moyens d'action qui sont complémentaires. Est-ce qu'il faut forcément mettre que de la prison? Pas forcément, évidemment. Mais il faut mettre une proportionnalité. Il faut mettre une proportionnalité des peines. Mais par contre, lorsque vous avez trop souvent des cas qui sont révélés par la presse, qui sont révélés par les syndicats de police, qui sont révélés par certaines... C'est ce que disent les policiers. On les retrouve, on les arrête, on les retrouve dans la rue de jour. On n'a pas lu le dossier. On n'a pas lu le dossier. Alors ça, qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous avez plein d'avocats qui utilisent des faits et des vices de procédure parfois pour faire sortir certains... Le coup du vice de procédure, ça c'est... Ils font leur métier. Le métier d'un avocat, c'est de regarder la loi. Il regarde la loi, il a raison. Non, le fait d'un avocat, c'est de sortir quelqu'un qui apporte que s'il est coupable ou pas. Voilà, c'est ça son objectif. En utilisant la loi, le but d'un avocat, c'est de défendre. C'est de défendre. Oui, mais c'est pas. Si demain vous êtes en garde à vue, vous serez très content qu'on vous rappelle votre droit à garder le silence. Vous demandez à un avocat quel est le meilleur objectif de la société française. L'objectif d'un avocat, c'est d'avoir le texte de loi le plus facile, le plus laxiste, afin de sortir ses clients de prison ou d'éviter la prison. L'objectif d'un analyste politique ou d'un responsable public, c'est le bien commun. Et le bien commun, c'est de faire sortir les gens en prison pour éviter la montée de la criminalité et que des personnes soient agressées.
jusqu'au jour où lui est placé en garde à vue et il voit que les droits de la défense tout à coup la présomption d'innocence devient. Les droits de la défense doivent être respectés. C'est pas ça la question. La question essentielle, c'est quelle peine on met à des personnes qui commettent des actes qui sont de plus en plus inexcusables. C'est ça le sujet. Et une fois que vous posez ça comme débat, vous dites est-ce que les peines sont proportionnées à l'acte qui est commis? Est-ce que les peines sont exécutées? Est-ce que la justice est assez dure? Est-ce que la politique pénale en France est cohérente avec l'évolution de la société? Et ben vous voyez que beaucoup de Français, beaucoup de politiques, beaucoup de personnes qui s'attaquent au dossier disent que non. Maître Farouché en disant cette femme a été tapée, ce policier a été bousculé, et on dit ça mériterait 2 ans, 3 ans, alors qu'on n'a même pas lu le dossier. Les dossiers, ils font 900 pages, 1000 pages. Pas 2 ans, un policier qui est bousculé. Vous pensez qu'en ayant entendu 2 phrases dans un chapeau d'une intervention de radio, vous pouvez vous prononcer sur un dossier? Il y a 2 phrases d'un dossier, ça n'est pas un dossier de 1000 pages. Quand on entend un fait divers, on a lu un article de presse qui fait 10 lignes, ça ne se substitue pas à un dossier pénal qui fait 1000 pages. Maître Guérin, juste pour rebondir, je pense que ça intéressera aussi ceux qui nous écoutent, sur l'espèce d'inflation de propositions, vous le disiez tout à l'heure, par les politiques. Petit rappel quand même utile. En 2021, j'ai repris d'ailleurs pour vous ce matin, en me rafraîchir un peu la mémoire, en matière de violences faites aux policiers. Alors quand on dit aux policiers, c'est tout le monde. Police municipale, on a même les agents de RATP, gendarmes, tout le monde. Alors là, vous incluez tout le monde. Il y a déjà eu en 2021 une loi aggravant les sanctions, et aujourd'hui, pour ITT inférieur à 8 jours, c'est-à-dire rien, 5 ans encourus maximum. Supérieur à 8 jours, c'est 7 ans, peu importe. Donc non, mais la dureté législative, on l'a. On va y venir après. Mais en termes législatifs, voilà où on en est. On a déjà aggravé en 2021. En 2022, parce que les mêmes ont reproduit les mêmes effets, on a encore aggravé, parce qu'on a créé des causes de suraggravation de peine. Ça marche ? Mais là, vous posez un vrai débat, c'est que les politiques ont tendance à augmenter les peines. On ne voit pas 8 ans quelqu'un en prison. Ont tendance à vouloir augmenter les peines maximales, alors que le sujet essentiel d'abord, c'est l'effectivité des peines. C'est-à-dire que trop souvent, les peines de moins d'1 an ne sont pas exécutées, les peines de moins de 6 mois sont aménagées. Le sujet essentiel, c'est d'assurer l'effectivité des peines. C'est-à-dire qu'une personne qui commet un acte délictuel, qui commet un crime, doit assurer une peine effective. Qu'importe la peine qui est prononcée, elle doit assurer cette peine. La prison ferme automatiquement. Non, mais pas forcément. C'est illégal. Travaux d'intérêt généraux, prison, etc. Mais ça existe déjà, ça. Non, ça existe déjà. C'est pas le cas. Si, ça existe déjà. Dernière question, mais il nous reste 2 minutes. Est-ce que les courtes peines sont aménagées pour désengorger les prisons? Oui ou non, franchement? Oui, mais le juge a toute l'attitude là-dessus. Mais ça démontre qu'on n'a pas les moyens, des prétentions, qu'on n'a pas les moyens d'appliquer la justice. Erronées. Vous dites, on n'a pas les moyens d'appliquer la justice. Alors c'est pas d'appliquer la justice. C'est que l'incarcération à outrance est un mauvais choix idéologique, est un mauvais choix sociétal. Mais on n'a pas les moyens. Et en plus, on n'en a même pas les moyens. Donc on parle vraiment dans le vide. Le juge, c'est faux. Le juge qui veut envoyer en prison, il envoie en prison. Il se dit pas la prison est pleine, j'envoie pas. Je trouve ça malheureux. Mais un juge ne se retient jamais d'envoyer en prison parce que la prison est trop occupée. Jamais. Moi, en tout cas, je l'ai jamais vu. Tout le monde n'est pas d'accord. C'est pas vrai. Un juge qui veut envoyer en prison, il a le droit d'envoyer en prison. La loi lui permet. Mais non, mais il le fait pas. Il le fait pas en sachant que la prison est surpeuplée. Le juge qui n'envoie pas en prison, il se dit que la personne mérite un aménagement de peine. C'est tout. En tout cas, au stade du parquet, il y a des consignes qui peuvent être données, qui sont logiques. Si la prison était politique pénale, il aurait foutu en prison. Si la prison était vide, il n'aurait pas été en prison quand même. Les juges, ils ne cèdent pas au chantage. Ils se disent pas la prison est pleine, j'envoie pas en prison. C'est pas ça qu'ils se disent. C'est faux. Ça se joue ailleurs. C'est une question qui joue sur l'aménagement de peine. Au stade du une fois que la personne, le parquet qui est en charge de l'application de la loi pénale, enfin de la politique pénale du moment, aura pour consigne d'aller un peu plus doucement parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont peut-être allés un peu trop fort avant. C'est là que ça se joue. Quand les réquisitions ne sont pas des réquisitions de peine ferme, le juge n'a pas de raison non plus d'aller plus loin. Regardez les chiffres. La prison de Bois d'Arcy, 168% d'occupation carcérale. Vous pensez que les juges se retiennent? Évidemment qu'ils ne se retiennent pas. Un juge qui met une peine aménageable, c'est qu'il veut que la peine soit aménageable. Vous savez très bien donc de faire croire qu'elle n'est pas aménagée, c'est faux. Il faudrait 2 fois ou 3 fois plus de places de prison qu'on en a actuellement. C'est ça le sujet. Ça marche pas. C'est pour ça que je parlais de questions d'effectivité. Ça marche pas. C'est pour ça que les États-Unis l'ont fait. Ça marche pas. C'est pour ça que je parlais d'effectivité des peines. Franchement, ça parce qu'on a du mal à assurer l'effectivité des peines. Mais ça marche pas. Messieurs, le débat était passionnant. Je ne vais pas vous mettre d'accord, mais dans tous les cas, vous avez pu défendre vos points de vue. Merci à tous les 3 d'être venus nous voir, ça nous a fait plaisir, et merci d'être venus un 14 juillet. En direct en plus.